Bonjour à tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous allons parler éducation, précisément la vie des étudiants de l'Université du Burundi, avec le problème de restauration et le retard dans l'octroi de pré-bourses. Ils sont comptés sur les bouts des doigts, les étudiants qui ont actuellement le droit à la restauration. Pour ne citer que quelques exemples, à Bujumbura, ils sont moins de 60 étudiants restaurés dans le campus Mutanga, près de 50 dans le campus Kiriri, 147 dans le campus Kamenge et 0 dans le campus Rohero. Ils sont donc à moins de 250 étudiants qui ont cette chance d'être restaurés et c'est sur un effectif de plus de 12 000 étudiants selon le site internet de l'Université du Burundi. Et pour avoir leur pré-bourse, les mêmes étudiants peuvent patienter pendant 3 mois, 4 mois, 5, voire 6 mois. Pourtant, ces futurs cadres du pays doivent se nourrir, payer le loyer pour la plupart, s'acheter les syllabus, les papiers, pour ne citer que ces quelques besoins. Où se trouve le nœud du problème? Quel impact de cette situation sur les apprentissages des étudiants? Qu'est-ce qui devrait être fait pour redresser la situation et permettre aux étudiants de bien suivre les cours dans la quiétude? Mais ce ne sont pas en tout cas que ça les questions qui hantent les étudiants à cette seule université publique du pays. 3 invités sont avec nous sur le plateau. Maître Jean Samandari, vous êtes le président et représentant légal de la coalition Bafashebike, une organisation œuvrant dans le domaine de l'éducation. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Professeur Pierre Claver Kanhabaze, vous êtes enseignant d'université, je crois précisément à l'école normale et supérieure, ENES. Et vous êtes psychopédagogue de formation. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Et puis nous sommes avec vous, Merius Irusumo. Vous êtes le secrétaire général de la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Nous avons souhaité, il faut le préciser, la participation de l'autorité du ministère de tutelle, à savoir le ministère ayant en charge l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et ou quelqu'un de l'Université du Burundi, mais sans succès. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewuzi, prise d'image de Dorine Ouimana et Edgar Nibogora, réalisation d'Alain Désiré Oukeneza et au micro, Léon Sebitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Isanganiro Inami Sumbingimba. D'abord, la première question à vous, Merius Rusumo, secrétaire général de la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Des étudiants qui patientent jusqu'à 6 mois pour obtenir leur pré-bourse. Ça vous dit quoi en tant que défenseur des droits de l'homme? Il faut le préciser, c'est une somme de 60 000 francs, vous l'avez entendu, une somme de 60 000 francs qui devrait être versée mensuellement. Merci de la question. Ce que je pense en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est que il faut qu'on se situe en ce qu'on appelle le droit à l'éducation. Et le droit à l'éducation s'entend à la mise en place de toutes les stratégies ou toutes les mesures nécessaires pour mettre dans de très bonnes conditions l'enfant, parce que l'éducation commence par le bas âge, oui, et jusqu'à l'université. Donc mettre dans de très bonnes conditions d'apprentissage l'enfant ou l'étudiant, si on peut prendre ce mot d'une manière générique. Okay. Donc il faut mettre vraiment en place toutes les bonnes conditions pour lui permettre le bon apprentissage et pour que la personne puisse bien apprendre, ce qu'il puisse d'abord bien être logé, bien être nourri et aussi bien être traité. Traité, ça veut dire se sentir psychologiquement et moralement dans de très bonnes conditions. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de stress dans le terme ordinaire. Ça veut dire qu'il se sente vraiment dans de très bonnes conditions. Il doit être logé, nourri, vêtu, et aussi il y a des besoins spécifiques pour certaines catégories de personnes, notamment les femmes. Oui.
et les femmes d'une manière générale. Parce qu'en tant qu'étudiant, on est encore fille. Il y a des besoins qui ne concernent que les femmes. Les femmes, oui, spécifiques pour les femmes. Est-ce qu'il y a collaboration entre le ministère ayant en charge de l'enseignement supérieur et la CNIDH? Je ne sais pas. Ah, bien sûr que oui, parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, on ne peut pas s'en passer. Donc, on doit évidemment être intéressé par toutes les questions qui intéressent l'éducation. Et si on est intéressé par cette question, ça veut dire on collabore avec ces institutions ou cette institution spécifique. Et souvenez-vous que parmi les missions de la CNIDH, il y a ce qu'on appelle, c'est d'ailleurs la 3e mission spéciale, qui est le rôle consultatif. Ça veut dire conseiller les institutions nationales ou étatiques sur toutes les questions qui concernent les droits de l'homme. Et de cela, vous entendez automatiquement que lorsqu'il y a grogne dans la société et sur des questions qui concernent les droits de l'homme, évidemment la CNIDH ne peut pas être silencieuse en cette question. Il y a l'Université du Burundi qui compte actuellement plus de 12 000 étudiants. Actuellement, il n'y a pas 250 qui sont nourris à cette institution universitaire publique. Ça vous dit quoi? Bon, pour moi, il faut d'abord dans le temps, tout le monde était nourri. Oui, il faut bien circonscrire cette question. Parce que dans le temps, tout le monde était nourri. C'était un fait. Et c'était dans le temps. Et on évolue évidemment dans le temps. Parce que personnellement, j'ai étudié, évidemment c'était à l'extérieur du pays, en tant que boursier du gouvernement, dans une université où personne n'était nourri. On était dans des quartiers, on se nourrissait seul. Et on a étudié. C'est vrai qu'on était parfois dans de bonnes conditions, mauvaises, ça dépend. Mais là où je peux peut-être m'appesantir, c'est au niveau légal et factuel. Parce que vous savez que le gouvernement a mis en place des décisions, des règlements en cette matière, où on a changé l'ancien système de nourrir tous les étudiants, de loger tous les étudiants, et décidé à ce qu'on octroie des pré-bourses. Et ayant pris cette mesure, je pense qu'ils avaient analysé d'abord toutes les conséquences qui seraient engendrées par la prise de cette mesure. Et dans ces conditions, dans cette situation, maintenant, on se rend compte que ça commence à engendrer évidemment des grognes au sein des étudiants et aussi des conséquences au niveau social. Social parce qu'il y a des parents qui ont commencé à se désengager, soi-disant. Les enfants ont des bourses ou des pré-bourses et ces crédits que les étudiants sont en train de contracter par-ci, par-là, et même chez moi, j'ai déjà octroyé d'aide ou de crédit à certains étudiants, qui m'en ont demandé, évidemment. Et lorsqu'ils ne remboursent pas, il y a perte de confiance. Il y a aussi, maintenant, une conséquence sur le droit à l'éducation. De par où j'ai commencé, ça veut dire qu'il y a recul, évidemment, de la compréhension. Donc, sur la compréhension, sur ce qu'on est en train d'apprendre. Parce que lorsqu'on n'est pas dans de très bonnes conditions, évidemment, il y a recul dans la compréhension, dans l'apprentissage. Parce qu'il y a absentéisme. Donc ça affecte l'apprentissage pour les étudiants. Évidemment, ça affecte. Là on va y arriver. Patientez un peu. Il faut que l'on passe le micro à Maître Jean Samandari de la coalition Bafashebige. Seriez-vous informé au sein de votre organisation? Seriez-vous informé de la situation sociale pour ces étudiants? Régularité ou irrégularité dans l'octroi de pré-bourses? Aussi, situation au niveau de la restauration de ces étudiants. Oui, nous sommes bien informés de cette situation, d'autant plus que ça fait partie de ce que nous suivons régulièrement et nous sommes en partenariat avec le ministère ayant l'éducation dans ses attributions. On est là pour suivre les questions éducatives. Alors, la régularité ou irrégularité, comme d'abord l'a dit mon confrère Mérius, avant c'était la bourse, oui. Mais avec la réforme qui date de 2018, on est passé de la bourse
en pré-bourse, qui est payé maintenant trimestriellement aux étudiants. C'est trimestriellement ou mensuellement? C'est dans la loi, c'était trimestriellement, pour que les étudiants puissent avoir des sous suffisants pour couvrir cette période. Et maintenant, comme vous l'avez dit, est-ce que ça vient régulièrement? Des fois, oui, mais beaucoup de fois, non. Irrégulièrement, puisqu'il y a toujours des grognes de la part des étudiants qui réclament souvent la régularité dans le paiement de ces pré-bourses. Et comme l'a dit mon confrère, quand vous n'avez pas de moyens, il est difficile de poursuivre ces études d'une manière facile, puisque Hakoramunda, comme disent nos ancêtres en Kirundi, quand vous n'avez rien à mettre sous la dent, il est difficile de suivre et d'apprendre la matière telle qu'elle est dispensée par ces mêmes étudiants, ce sont les futurs cadres du pays. Oui, effectivement, ce sont nos futurs cadres du pays. Et s'ils sont dans de mauvaises conditions, et vous comprendrez que dans l'avenir, nous aurons des cadres qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas eu des matières, qui n'ont pas assimilé bien la matière, qui n'ont pas bien appris la matière, et avec des conséquences néfastes pour la suite du pays. Et donc ça aura des impacts pour le pays et pour... Oui. Comme vous le savez, l'éducation, c'est la base de tous les développements. C'est un des droits fondamentaux. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, Maître Jean Samandari, de cette mesure visant la suppression totale des étudiants qui ont accès, qui ont ce droit à la restauration? 250, moins de 250 pour un effectif de plus de 12 000 étudiants, c'est... Oui, comme vous le dites, effectivement, il y a autour de 250 étudiants qui ont accès à la restauration au détriment de plus de 11 750, puisqu'on a plus de 12 000 étudiants inscrits à l'université. Et maintenant, je pense que le gouvernement a pris cette mesure pour commencer à se désengager dans cette tâche et pour responsabiliser maintenant nos étudiants. Et ce n'était pas mauvais. Comme mon confrère l'a dit, ailleurs, il y a des étudiants, mais ils ne sont pas restaurés au campus. Ils font leur bouffe, ils font leur restauration à titre individuel. Mais ils ont des moyens, ils reçoivent des moyens de l'État et pour qu'ils puissent survivre, pour qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions. Donc, étudier dans de bonnes conditions. Donc la restauration, ce n'est pas un problème. Le problème réside ailleurs. J'ai été dans une université à l'étranger et où tous les étudiants, c'est plus de 150 000 étudiants. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas donner le repas à plus de 150 000 étudiants dans un campus. Maintenant, chacun fait sa nourriture, mais il a des moyens. Oui. Et ils sont payés en pré-bourse Non, ailleurs, c'est la même chose ailleurs il y a des bourses, ailleurs il y a des pré-bourses. Donc les deux propositions existent. Maintenant, c'est au pays, c'est au gouvernement de choisir la façon dont il peut encourager, dont il peut aider ces futurs cadres. Et vous avez en tout cas entendu ces lamentations des étudiants. Où se situe le problème, selon vous? Oui, le problème majeur se situe dans le retard d'abord de l'acquisition de cette pré-bourse. Et comme on a entendu, il y avait plus de 6 mois qui venaient de se passer sans toucher leur pré-bourse. Et vous comprendrez que si on tient compte de nos familles respectives et qui vivent dans la pauvreté, et nos enfants aussi ne peuvent pas compter à 100% à leur famille. Au moment où ils comptaient sur leur pré-bourse,
quand ils n'ont pas ces pré-bourses dans le temps, dans le délai, vous comprendrez que la suite n'est pas bonne. Permettez que l'on passe le micro à professeur Pierre Claver Kanabazé. Vous êtes enseignant d'université à l'école normale et supérieure. Vous suivez au quotidien la vie des étudiants. ENS et Université du Burundi, c'est pas loin. Et quelle serait votre analyse? Les étudiants, leur pré-bourse tarde à être octroyée. Un délai de 6 mois, c'est pas peu. Et ils disaient justement que la somme de 60 000 francs burundais, même si c'était régulier, c'est encore peu. Et il n'y a plus cette restauration. Votre lecture, professeur Kanabazé. Merci de me passer la parole. Vous l'avez bien souligné. En fait, le problème n'affecte pas seulement les étudiants de l'Université du Burundi, mais également les étudiants de l'école normale supérieure qui sont tous externes. Alors, les conditions sont les mêmes. Sont les mêmes. Oui. Mais avant quand même de passer à la question, il faut d'abord aller un peu vers les études faites sur l'impact des moyens financiers injectés, n'est-ce pas, à l'éducation et les performances scolaires. En fait, les résultats de la recherche montrent que les performances scolaires ou académiques sont étroitement liées aux moyens financiers investis au secteur de l'éducation. Les conditions économiques ou la situation financière des parents déterminent en grande partie la scolarité des enfants. Ceux dont les parents ne disposent pas de revenus substantiels ont d'énormes difficultés à poursuivre correctement les études. La plupart même finissent par abandonner les études. Les recherches ont montré également que les élèves des pays qui investissent davantage dans l'éducation tendent à acquérir des meilleures compétences dans les apprentissages scolaires ou académiques. Si je peux continuer un peu. Les conditions de vie précaires peuvent réduire considérablement la motivation des apprenants et les chances d'apprendre, quelle que soit leur capacité intellectuelle. On a remarqué que dans les pays moins développés d'Afrique et d'Asie, on a remarqué que certains pays, n'est-ce pas, les études ont mis en évidence une relation étroite, une relation significative entre le taux de redoublement et le taux d'abandon et le pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire réunissant moins de $1 par jour. On peut se demander, avec les 60 000 francs perçus chaque mois, ce que réellement, avec 2 000 francs, ce qu'on peut faire 2 000 francs par jour, n'est-ce pas, aller sur le marché noir, ce que vaut aujourd'hui le dollar américain. Il y a des gens, professeur, sans vous couper la parole, il y a des gens qui disent que certains étudiants, ou la plupart, peuvent somnoler en classe dans la matinée. Dans la matinée, à cause de la faim. Est-ce que c'est ça? Oui, ça, ce sont des faits courants. Donc, on voit des élèves qui somnolent vers 9 h du matin, ils somnolent. Même un étudiant assis devant vous, on le voit en train de somnoler. En train de bailler. Les autres, vraiment, on voit à la unique qui vraiment, ils sont très très faibles. Même certains, pour couvrir, n'est-ce pas, les 2 bouts du mois, sont obligés de se chercher de petits jobs, gardiennage. Ils travaillent dans les bistrots. Et la matinée, ils se présentent tout étant épuisés. Et même certains ne se présentent pas en classe. C'est finalement un grand problème pour l'apprentissage. Et vous voyez que les performances, les conséquences, n'est-ce pas, néfastes, n'est-ce pas, retombent sur leurs performances académiques. Et en général, ce sont ces étudiants qui reprennent l'année, qui redoublent. Et même là, chaque fois, ils sont obligés de quitter. Et de plus, il faut remarquer que ces étudiants, en fait, leur origine, il faut
s'interroger sur leur origine. Ils n'ont que le seul moyen de survivre, c'est la pré-bourse. Or, parce que ce sont des enfants, ressortissants des familles modestes, qui n'ont rien à côté de la pré-bourse. Et qu'en est-il quand il s'agit de s'acheter des syllabus, par exemple? Ils sont obligés de faire des photocopies des syllabus et autre chose. Bon, aujourd'hui, je pense que peu d'étudiants sont capables de s'acheter eux-mêmes des syllabus. Ils sont obligés de partager. De partager. D'autres, carrément, n'est-ce pas, ignorent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter. Il y en a-t-il qui abandonnent? Ah, bien entendu. Bien entendu. Mais autre phénomène aussi, n'est-ce pas, autre phénomène qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on enregistre beaucoup de grossesses non désirées chez les filles. Vraiment là, le nombre devient un peu inquiétant et on peut se demander si ce n'est pas les conséquences, n'est-ce pas, de la vie qu'elle mène. On tend à couvrir les besoins, n'est-ce pas, en recourant aux moyens qui ne sont pas, n'est-ce pas, appropriés. Et voilà les grossesses non désirées. Des filles qui font recours au sexe. Il y a des gens, des hommes qui profitent de cette... Certainement, ça peut... Oui, certainement que... C'est vraiment une situation, n'est-ce pas, déplorable que l'on observe. Là, qu'est-ce que vous allez en dire, M. Merius Lusumo de la CNDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme? Il y a beaucoup de difficultés à l'université pour ces étudiants. Évidemment, il y a beaucoup de difficultés et ce qu'on peut dire, c'est de toujours, comme je l'avais dit, vous savez, à travers notre rôle consultatif. Ce que nous pouvons dire, c'est que il faut revoir évidemment toutes ces conséquences qui se sont déjà manifestées à travers justement ce changement de la réglementation en matière de bourse et stage au niveau du Burundi et évidemment voir encore plus loin et se dire s'il faut qu'il y ait un changement à opérer, qu'on l'opère très rapidement. Parce que honnêtement, je peux vous le dire, là où j'étais, pendant que j'étais étudiant, avec 93, nous avons passé 2 ans sans obtenir notre bourse. Il faudrait voir, il y a 2 qui ont abandonné. Et ceux qui ont pu résister ont redoublé l'année. Parce que sans argent, vous savez, sans moyens, on ne peut rien. Et les 60 000 francs, peut-être moi je peux un peu tempérer parce que il faut voir l'économie nationale. Je ne suis pas en train de défendre parce que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas à la raison de ma présence ici. Mais je me dis, on octroie 60 000 francs et l'octroi de la bourse, c'est conformément à l'économie nationale. Et parce que j'ai étudié avec quelqu'un qui recevait $2 000 par mois, alors que moi, je n'en recevais que 250 par mois. Et à ce moment-là, on voit l'économie, on regarde les salaires des autres fonctionnaires au niveau national, pour qu'on puisse se dire, voilà, c'est trop, c'est peu. Évidemment, c'est peu. Mais quelque part, finalement, il y a des étudiants qui sont sacrifiés. Bon. Là, entre guillemets. Sacrifiés, moi, je dirais oui, parce que avec 60 000 francs, honnêtement, parce que je me mets à leur place, je me dis, celui qui peut me donner 60 000 francs aujourd'hui, et me demander de survivre avec ça. Avec 60 000 francs que l'on perçoit mensuellement, quand l'on est obligé de payer le loyer, payer la nourriture et payer les frais de scolarité, le transport, etc., 60 000 francs aujourd'hui, c'est peu. C'est trop peu. Mais par rapport à l'économie nationale, là, je ne peux pas conclure. Je posais la question par rapport à ces grossesses non désirées pour les filles. Ok, d'accord. Là, c'est une question qui préoccupe. Vous savez qu'on s'occupe des droits de la femme. Et c'est une question qui préoccupe énormément la CNDH. Parce que lorsque vous mettez dans des conditions... En fait, parce qu'il y a des gens qui profitent de cette pauvreté, de cette pauvreté, de cette situation que vivent ces étudiantes. Évidemment, c'est déplorable, il y en a. Il y en a, on ne peut pas, parce qu'on en a vu au niveau même du secondaire, avec les motards, les taximens et les autres, à cause de la
pauvreté, la paupérisation familiale. Et cela permettait à des motards, des taximens et d'autres d'exploiter des jeunes élèves. Et la même situation s'opère aussi au niveau des étudiants. On en connaît, même nous, au niveau des familles, des étudiantes qui sont tombées enceintes juste tout au début de leur entrée à l'université. Ah. Et puis, nous sommes dans une société, nous vivons dans une société, on en voit. Hein, on voit déjà avec tout ce monde qui est le long de la route, demandant des lifts. Et à un certain moment, on se demande, mais vous demandez à qui vous connaissez cette personne vous amène où? Et c'est de cette manière-là qu'on leur propose ceci. Quelqu'un qui a passé 2 jours sans manger, par exemple, ou qui a d'autres besoins spécifiques et qui ne sait même pas à quel sens vouer. Honnêtement, si on n'a pas une morale en place, on sera obligé de céder à la tentation. Donc, à ces filles qui travaillent dans des cabarets, par exemple, comme serveuses, il y a des hommes qui sont là, qui leur proposent et qui sont en train de gaspiller des centaines ou des millions. Et on leur propose. Parfois, on est vraiment en face d'une tentation à laquelle on ne peut pas résister. Et cela augmente aussi ses grossesses. Oui, parce que la personne n'a pas de moyens de survivre et est obligée de céder à la tentation. Donc, c'est préoccupant à notre niveau. Évidemment, on n'a pas encore de statistiques parce qu'on est en train de mener l'investigation là-dessus pour en savoir plus. Une petite question peut-être que je vais m'imposer aux autres intervenants ici, c'est une question par rapport à la responsabilité des uns et des autres. Il y a responsabilité de la part des autorités publiques, mais il peut y avoir aussi responsabilité de la part de ces étudiants. Mais le retard dans l'octroi de pré-bourse, ça c'est un fait. La non-restauration, c'est un fait. Mais tout le monde doit vivre. La responsabilité de cette situation, ça revient à qui? Vous savez, la responsabilité numéro 1 pour assurer le droit à l'éducation, c'est l'État. Là, à travers, évidemment, ses organes, ses institutions. C'est l'État. Et maintenant, la responsabilité par rapport au comportement, là, ça devient individuel. Il y a aussi une responsabilité parentale. Parce que je vous ai dit tantôt qu'il y a maintenant début de relâchement de la part de certaines familles. Parce qu'ils entendent que l'étudiant va recevoir une pré-bourse, se dit, l'enfant a les moyens. Et lorsque maintenant cette famille se désengage... Oui, justement, il y a des parents qui disent, il y a même les étudiants qui l'ont dit, il y a des parents qui disent, mon enfant, mes enfants sont salariés, oui, voilà. Il n'y a plus à les aider financièrement. Justement, c'est ça le problème que je viens de soulever. Ça devient un problème majeur, d'où la responsabilité numéro 1, c'est l'État, mais aussi il y a la responsabilité des parents. On ne peut pas abandonner son enfant quoi qu'il arrive. Parce que je vous ai dit, j'ai passé 2 ans sans bourse. Mon père était obligé de m'envoyer de l'argent. Parce que sinon, j'allais abandonner mes études. Vous étudiez à l'étranger? Oui, j'étudiais à l'étranger. Et mon père a pris ses responsabilités. Et j'ai dû continuer mes études. Sinon, j'aurais dû abandonner. Il y avait mes oncles aussi qui ont appuyé mon père. Et, mais ce n'est pas tout le monde qui a ces chances d'avoir un parent et un père, des parents et des parentés qui l'aident à continuer ses études. C'est pourquoi on a utilisé le mot la responsabilité. C'est la responsabilité, lorsqu'on dit parentale, ça veut dire que ce n'est pas seulement papa, maman, il y a aussi oncle et tante et frères et sœurs. Oui. D'où il y a maintenant la responsabilité au niveau comportemental. Il faut à un certain moment, comme on dit en Kirundi, il faut qu'il goumia, quoique les conditions sont difficiles, et résister à toutes les tentations et résister. Maître Jean Samandari, résister, mais responsabilité. Oui. C'est de la part de qui, Maître Jean Samandari, de la coalition Wafachevi? Je pense que, comme mon confrère Mérius vient de le dire, la première responsabilité incombe à l'État, au gouvernement et à ses institutions. En particulier,
puisque l'éducation, c'est l'affaire de l'État. Donc, l'État, le gouvernement, a besoin que ses filles et ses fils soient bien formés pour que demain ou après-demain, ils contribuent au développement de son pays, pourquoi pas de la région et du monde entier. Ça, c'est la première chose. La deuxième responsabilité incombe effectivement non seulement aux élèves, aux étudiants, mais aussi et surtout aussi aux parents. Aux parents, comme l'a dit, les choses ont changé. Et à notre époque, dans les années 1989, c'est là où j'étais à l'université, et la bourse était encore suffisante. Et je pourrais même faire des activités extra-étudiantes. Vous perceviez les 60 000 francs? Non, c'était 3020 francs mensuellement. Et vous parveniez à joindre les deux bouts du mois? Non, j'étais d'abord logé, j'étais restauré au campus. Et les 3020, c'était pour acheter des papiers et autres besoins. Et une rame de papier coûtait 300 francs bon. Vous comprendrez qu'avec 3000 que j'avais, je pourrais même aider à la maison. Je pourrais même faire une petite activité génératrice de revenus. Avec les 3000 francs? Ah, oui. Je connais un camarade étudiant qui venait dans les années 90 d'ailleurs, avec le cumulé, c'était 17 000, moins de 20 000 francs. Il s'est acheté une vache, je pense, ou une chèvre, mais il a fait quelque chose chez eux. Il faisait la médecine et il a terminé 7 ans, et chez eux, il avait déjà une maison qu'il avait construite avec sa bourse. Avec la bourse. Donc, si nos parents croient que nous sommes dans cette période-là, vous comprendrez que ce sera difficile. Il faut qu'ils savent que les choses ont changé. Aujourd'hui, avec d'abord la bourse qui était avant 2018 était insuffisante, puisque c'était autour de 30 000. Avec pré-bourse, c'est 60 000. C'est toujours insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant? Les étudiants disent que c'est toujours insuffisant, oui, même si c'était régulier. C'est l'argent qu'ils vont rembourser. C'est l'argent qu'ils vont rembourser. Et rembourser. Comment est-ce qu'ils vont rembourser ces étudiants aujourd'hui qui perçoivent leur pré-bourse, 60 000 francs mensuellement, disons mensuellement. Oui. Et comment est-ce qu'ils vont rembourser? C'est sur leur salaire. Lorsqu'il y aura du travail, on va encore maintenant commencer à rembourser. Alors, je pense qu'au niveau de l'État... Ce sont des charges qui s'alourdissent. Oui, au niveau du gouvernement, si on leur donne aujourd'hui 60 000, c'est compte tenu, comme l'a dit, de notre économie. Est-ce qu'après ces études, il va toucher combien? Est-ce qu'il va d'abord avoir Non, s'il parvient à trouver du boulot, il va toucher combien? Est-ce qu'il va toucher 5 millions? Non. J'ai suivi, il y a 2 ou 3 jours, son Excellence disait que les personnes qui reçoivent des décrets touchent entre 200 à 300 000. Il se moquait d'ailleurs des agronomes. Et il chante. Oui. Et il chante qu'ils ont eu des décrets. Des décrets de nomination. Des nominations. Alors, avec 300 000 francs par mois, et qu'il y a d'autres charges, et qu'on coupe aussi la pré-bourse qu'on avait donnée, vous comprendrez que ce serait difficile. Alors, c'est insuffisant compte tenu de notre économie. Mais il y a une question, la responsabilité, je disais d'abord, c'est l'État, les parents, mais aussi les étudiants. Les étudiants doivent avoir une responsabilité, doivent savoir dans quelles conditions ils sont aujourd'hui. Effectivement, avec le peu de moyens qu'ils reçoivent, j'en connais pas mal d'étudiants qui essaient de se débrouiller et pour compléter, c'est ce qu'a dit le professeur, pour compléter les 60 000. Donc, ils s'occupent d'autres jobs. Il y a même des taxis vélos. Parmi les taxis vélos, il y a des étudiants. Quand vous les voyez rouler, faire le transport de taxis vélos, il y a des étudiants. J'en connais. Il y a des étudiants qui font le lavage le week-end. Il faut dans des ménages pour demander
est-ce que je peux faire la lessive pour avoir 5 000, 10 000? Donc, vous comprendrez, bon, puisque j'ai déjà reçu ce genre de cas. Quand il m'a présenté, il m'a dit que c'est un étudiant, mais il n'a rien. Est-ce que je peux lui donner du boulot pour qu'il puisse avoir au moins 5 000 pour la survie? Moi-même, j'ai failli pleurer. Puisque un étudiant qui commence à faire ce genre. Mais c'est ça la retenue. Les temps ont changé. Oui, c'est ça la retenue. Il sait comment s'adapter au contexte. Et puisque l'État a changé. Donc, il y a aussi la responsabilité des étudiants pour que demain ou après-demain, aujourd'hui c'est difficile, mais après leurs études, ils vont voir que c'est maintenant facile. Question de responsabilité. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, professeur Kanabazé? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Je pense que la responsabilité, n'est-ce pas, revient d'abord à l'État. Pourquoi au gouvernement? Parce que depuis l'année 1990, avec la conférence mondiale sur l'éducation tenue à Jomtien, tous les États se sont engagés dans la démocratisation de l'enseignement, inclus le Burundi. Alors, depuis cette date, on a... Est-ce que vous pouvez expliciter un peu démocratisation de l'enseignement? En fait, c'est rendre, n'est-ce pas, l'école accessible à tout enfant en âge scolaire, sans distinction aucune. Ouais. Alors, ici, au niveau de notre pays, des efforts importants ont été, n'est-ce pas, ont été observés. Et aujourd'hui, on remarque que l'effectif d'enfants scolarisés est très, très élevé par rapport aux années antérieures. Et en plus, vous savez même qu'en 2005, il y a eu suppression des frais de scolarité dans le but de permettre à tout enfant d'âge scolaire à fréquenter l'école. Mais malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement, n'est-ce pas, au niveau de l'école secondaire et moins à l'enseignement supérieur. Au niveau de l'enseignement secondaire, quand même, on a eu des efforts. Il y a des collèges communaux qui ont été construits pour quand même accueillir ces enfants qui terminent l'école primaire en grand nombre. Mais au niveau de l'enseignement supérieur, bien qu'on observe une faculté, n'est-ce pas, qui a vu le jour, il n'y a pas eu un grand effort pour accueillir ces élèves qui terminent l'école secondaire. Alors, le manque criant de planification fait aujourd'hui maintenant qu'on se trouve dans de graves situations pour accueillir un grand nombre d'élèves. Vous voyez même qu'il y a des élèves qui réussissent, n'est-ce pas, à l'examen d'État, qui ont 50%, mais qui ne parviennent pas à être casés au sein de l'enseignement supérieur public. Ils sont obligés de retourner au pays, de retourner à la maison. Ils sont obligés de retourner à la maison, seuls de rares apprenants qui ont des parents qui ont un peu de moyens, n'est-ce pas, fréquentent les universités privées. Donc, ça, la grande responsabilité maintenant, je pense que c'est au gouvernement, c'est à l'État. Donc, au niveau de l'éducation, il n'y a pas eu une planification, n'est-ce pas, pour accueillir ce grand nombre d'élèves qui terminent l'école secondaire. Deuxièmement même, comme on l'a dit, il y a les étudiants. Les étudiants, en fait, même malgré leur pauvreté, je pense qu'ils sont un peu âgés pour être responsables. Et par ailleurs, si même on regarde, parfois il y a des étudiants qui veulent vivre au-delà de leurs moyens. Il y en a. Au lieu de, n'est-ce pas, de gérer la misère, je pense que certains veulent vivre au-delà de leurs moyens. Mais ici, on ne peut pas généraliser. Alors, quant aux parents, moi, je mets des réserves. Je pense que beaucoup de parents vraiment sont responsables. Et beaucoup de parents, n'est-ce pas, beaucoup de parents aident les enfants. Beaucoup de parents, vous voyez, aident leurs enfants. Vous voyez même que le nombre d'étudiants qui fréquentent les universités privées, n'est-ce pas, aujourd'hui, sont très, très élevés. C'est grâce à l'effort fourni par les parents. Les étudiants que nous voyons à l'Université du Burundi et à l'école supérieure, en général, ce sont des enfants
des familles démunies. Ce sont des enfants dont les pères sont des agriculteurs. Or, nos parents ne nous ont pas mis à l'école parce qu'ils savaient que c'est un droit. Non, tout simplement, nos parents nous ont mis à l'école pour que nous puissions assurer leur assurance vieillesse. Autrement dit, on nous a mis à l'école, n'est-ce pas, pour chercher les assurances. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même celui qui est en espace supérieur, il cherche à être financé par les parents. Or, le parent savait qu'une fois l'enfant termine l'école secondaire, comment il va jouir, n'est-ce pas? Il va commencer à jouir des efforts, n'est-ce pas, fournis. Or, ce n'est plus le cas. Mais vous voyez que même demain, je suis sûr et certain que les parents vont être démotivés pour envoyer leurs enfants à l'école. Parce que les enfants leur coûtent trop cher. Est-ce que vous estimez qu'un jour ou l'autre, il y aura justement des étudiants et des parents qui vont décider que la fin des études, c'est le niveau secondaire? Même pas le niveau secondaire. Poste fondamental, quoi. Oui. Vu par exemple le chômage qui frappe les Roréas, qui terminent les universités, même les écoles techniques secondaires, certains parents sont découragés. Nous avons fait parfois on fait des enquêtes. Les parents nous disent que vraiment la gestion de ces enfants devient très, très difficile. Très difficile. Puisque parfois, ils ne veulent plus, n'est-ce pas, faire le travail manuel. Je dois rappeler pour ceux qui nous auraient capté en cours de route et qu'à travers l'émission Mosaïque, nous sommes en train de parler éducation, spécialement les conditions de vie des étudiants de l'Université du Burundi, avec le problème de restauration et le retard dans l'octroi de pré-bourse. Il y a sur le plateau 3 invités, à savoir Maître Jean Samandali de la coalition Bafashebige, professeur Pierre Claver Kanawaze, enseignant de l'université de l'école normale supérieure. Il y a aussi Merius Rusumo de la Commission nationale indépendante, c'est le secrétaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu avoir la participation de quelqu'un du ministère ayant chargé l'enseignement supérieur dans ses attributions et ou de la direction de l'Université du Burundi. Ils disent ne pas être prêts à s'exprimer sur le sujet sans la permission de leur chef hiérarchique. Merius Rusumo de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, un étudiant qui n'a d'autres ressources financières que son pré-bourse, comment doit-il se comporter quand il n'est pas près de chez lui, alors qu'il doit étudier et que malheureusement, ses frais tardent à être octroyés? Doit-il s'adapter ou doit-il abandonner? Je parle de mon expérience personnelle. C'est qu'un étudiant loin des siens et loin des moyens qui doivent lui parvenir à temps, c'est qu'il doit d'abord se fixer un objectif. Je dois étudier et je dois réussir. Donc, pour atteindre son objectif, ça veut dire qu'il doit résister. Et en résistant, évidemment, comme Maître Samanda l'a dit, c'est qu'il doit penser à s'occuper autrement pour pouvoir gagner sa vie et les moyens. En fait, en bref, pour survivre et pouvoir étudier et gagner sa vie. Parce que même nous-mêmes, nous avons dû recourir à des jobs, à des travails. Mais en sachant aussi gérer son temps. Parce qu'il ne faut pas aller chercher à gagner sa vie et oublier les études. Et aussi, deuxième chose, il faut résister contre, le stress et la dépression. Et se dire, je suis en face d'un obstacle, et face à cet obstacle, comment peux-je surmonter cet obstacle et arriver au bon port? Donc, je crois que ce sont les bonnes choses. Là, je parle d'une manière générale. Alors, d'une manière spécifique, maintenant, lorsque je vais sur ce groupe spécifique, qui est toujours souvent la cible des tentations, surtout des hommes
heureux, friqués ou riches. Ça veut dire surtout les filles. Oui. C'est que là aussi, il faut en tout cas, nous l'avons entendu, il y a des conséquences néfastes pour les filles qui se trouvent enceintes. Il faut évidemment, s'émanciper mentalement et considérer qu'on n'est pas là pour être une cible facile. Et lorsqu'on s'est fixé un objectif d'étudier, on peut aller travailler et se mettre au même pied d'égalité que les hommes et gagner sa vie et être meilleur comme les hommes. Voilà. Parce que même les garçons, il y a des garçons, j'en ai vu, l'un de nos collègues, il est décédé, que Dieu ait son âme, parce qu'il a dû céder, il a basculé de l'autre côté. Lui aussi a été la cible des femmes fliquées. Et actuellement, il est dans l'au-delà. Donc, ça veut dire que chacun soit responsable de lui-même, se fixer un objectif et pouvoir travailler et s'occuper autrement pour gagner sa vie, peu ou beaucoup, pourvu qu'on puisse atteindre son objectif. Voilà. Il y a comportement des étudiants, mais aussi le comportement des parents peut-être. Oui, le comportement des parents, je crois que le professeur l'a dit, c'est justement savoir que quoi que l'étudiant ait la bourse ou pas, l'enfant reste l'enfant. On doit s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il arrive au bout de ses études. Parce que même si l'État pouvait, ou le gouvernement, on ne citait que celui-là, pouvait octroyer 200 000, rien ne peut empêcher aux parents de lui encore rajouter pour s'assurer que l'enfant est vraiment dans de très bonnes conditions. Et tant que vous avez le micro, on m'a fait signe que le temps presse et nous tendons vers la fin de l'émission. Qu'est-ce qui devrait être fait? Un appel probablement à l'autorité publique concernée pour améliorer les conditions de vie des étudiants à cette université du Burundi dont on est en train de parler. L'appel que je peux lancer à l'autorité du ministère, ça veut dire bourse et stage et le ministère de l'Éducation en soi. C'est d'abord, comme on a déjà un montant fixé, que ce montant puisse parvenir aux étudiants à temps et dans le temps fixé, déterminé. Et si possibilité il y a, si l'économie le permet, pensez à augmenter ce montant parce que nous savons que par rapport à la dévaluation monétaire, disons à l'évolution... À l'augmentation de ces frais. Oui, parce que je disais bien, par rapport, compte tenu de la dévaluation monétaire et de la hausse du niveau du coût de la vie, et on est, honnêtement, pour le dire sincèrement, on est en face d'un montant insuffisant pour la survie d'un étudiant. Parce que vous savez, il y a grogne déjà au niveau des fonctionnaires, certains fonctionnaires évidemment, et ça ne peut pas manquer au niveau des étudiants. Donc, si possibilité, si l'économie le permet, pensez à augmenter ce montant de la pré-bourse. Si possibilité il y a, comme Maître l'avait dit, à la fin, c'est celui qui peut terminer. Et si il ne peut pas obtenir un salaire suffisant, abandonnez pour lui. Et vous, Maître Jean Samandari de la coalition Wafashebige, un appel à lancer aux uns et aux autres? Oui, peut-être avant de lancer un appel, je vais revenir à une question sur laquelle mon confrère Mérius est revenu, de résister, surtout pour les étudiants. Nous tous, ça c'est de l'expérience aussi comme moi. Résister, ce n'est pas toujours facile. Oui, ce n'est pas toujours facile. Nous n'avons pas eu la chance d'évoluer au pays. À un certain moment, on a évolué ailleurs. Et c'était dans des conditions très difficiles. Mais nous avons résisté. Il y avait mon professeur qui disait « L'homme se découvre devant un obstacle ». Ça, c'est Boileau qui disait ça. Effectivement. Donc, devant un obstacle, c'est là où l'homme doit se découvrir. Que faire? Ses capacités. Oui. Donc, pour ces étudiants, ils ne doivent pas lâcher, puisque la mission principale, quand on se fixe un objectif, on doit l'atteindre. Et si on ne parvient pas à atteindre son objectif, c'est qu'on a échoué. Et les étudiants n'ont pas le droit d'échouer à leurs objectifs.
L'objectif d'un étudiant, c'est de terminer ses études et avoir son diplôme. Alors, qu'est-ce que je peux lancer comme appel? Oui. Et l'appel que je peux lancer, d'abord, je vais commencer par le gouvernement, qui est le responsable numéro 1 de l'éducation, au niveau de l'éducation. Et ça, c'est cette réforme qui a eu lieu en 2018. Bientôt, nous sommes en 2000. Instituant oui. Pré-bourse. Oui, la pré-bourse. Et c'est en 2018. Et je pense qu'on peut faire une évaluation à mi-parcours. À partir de cette évaluation, c'est là où on peut voir si ça va ou ça ne va pas. Puisque pour un programme X, il faut toujours évaluer. Et en faisant l'évaluation, qui peut être à mi-parcours, c'est ce que je peux demander, puisque c'est plus de 3 à 4 ans, bientôt 4 ans, il faut évaluer maintenant. Ça vaut la peine. Et après l'évaluation, c'est là où on peut voir si ça a bien marché ou ça n'a pas bien marché. Mais en attendant cette évaluation à mi-parcours, il faut disponibiliser les frais qui est alloué aux étudiants à temps. C'est budgétisé, ça se trouve dans le budget de l'État. Et donc, l'État a l'obligation d'octroyer cette pré-bourse aux étudiants dans les meilleurs délais, régulièrement. Pour faciliter, même si cette pré-bourse est insuffisante, je pense que ça vaut la peine, puisque quand l'étudiant l'a reçu dans le temps, il peut s'organiser et il peut voir comment s'organiser et joindre les deux bouts du mois. Et enfin, je pense qu'on peut tenir compte aussi de la dévaluation et des hausses des prix. J'ai échangé avec un étudiant du campus de Humouza, à Tchankouzo, mais ils ont des problèmes. On croyait qu'à l'intérieur, c'est facile, mais là, c'est devient difficile. Donc, je pense que ça vaut la peine, dans la mesure du possible, de revoir en hausse. Merci. Merci. Professeur Pierre-Claver Kanabazé. Oui, alors, je dirais aux étudiants qu'à vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Quand même, il faut, malgré les dures conditions dans lesquelles ils vivent, il faut quand même qu'ils combattent. Résister. Et il faut résister. Aussi, alors, je pense qu'alors, au gouvernement, une question peut se poser. Alors, faudra-t-il commencer à se servir ou commencer à servir les enfants? Là, vraiment, ça, c'est une question fondamentale. Se servir ou servir les enfants? Non, se servir premier ou servir les enfants en premier lieu. Qu'est-ce qui devrait être fait en premier lieu? Quand même, dans notre civilisation, à l'époque où nous sommes, ce sont les enfants qui priment. Ce sont les enfants qui priment. Alors, en deuxième lieu, je pense qu'il faudra une planification saine basée sur la projection de l'offre et de la demande éducative. Alors, en ce qui concerne le droit de la pré-bourse, il faut instaurer la politique de la discrimination positive. Discrimination positive, vous voulez dire? C'est-à-dire que les enfants des familles modestes devraient être soutenus, beaucoup soutenus, par rapport aux enfants, que je dirais, des élus. Oui, des élus. Si rien n'est fait... Les nantis, les moins nantis. Oui, c'est les moins nantis par rapport aux nantis. En fait, les enfants des moins nantis devraient être privilégiés et leur somme et leur pré-bourse devraient être majorées. C'est vraiment le minimum. C'est le minimum qui devait se faire. En effet, si rien n'est fait, vous allez voir qu'une catégorie d'élèves va être écartée des études et seuls les enfants désolés bientôt, demain, n'espérons, auront le privilège, n'est-ce pas, de gouverner le pays, de gérer le pays. Or que, en fait, c'est à l'école où on devait être équitable. Ailleurs, on le fait. On le fait, en fait, il faut accorder des chances aux enfants qui n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, pour poursuivre les études, en fait, au moins le minimum pour qu'eux aussi aient des chances. Ensuite, je pense qu'il faut songer vraiment à restaurer un plus grand nombre d'élèves. Au lieu
d'abandonner, de supprimer vraiment la restauration. Dans certains pays, vraiment, on restaure les élèves, mais en fait, au niveau de la restauration... Justement, est-ce que la restauration oui. pour ces étudiants peut être de nouveau restaurée? Oui, la restauration peut être restaurée à condition que le gouvernement subventionne, n'est-ce pas, je vous dirais, subventionne les repas universitaires. Ailleurs, ça se fait. Dans certains pays, le ça gouvernement peut subventionner la la restauration. restauration. Donc, on achète à un prix vraiment très, très dérisoire, mais le gouvernement a payé à leur place. Et surtout, comme je l'ai dit, pour ces enfants qui n'ont pas beaucoup de moyens par rapport aux autres. Il y en a aussi qui disent que l'État pouvait ou pourrait permettre au privé d'instaurer des restaurants au niveau des campus pour faciliter les étudiants. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais le coût devient trop cher. Et les étudiants seraient, je pense, incapables de le faire. Mais aller dans certains quartiers-là, peut-être que certains se sont déjà adaptés. Il y a des repas pour les étudiants, un prix pour les étudiants, mais quand vous voyez la quantité qu'on offre, vraiment la quantité devient très, très, très insuffisante et des étudiants même continuent à vivre dans les faiblesses, chose qui ne leur permet pas de poursuivre les études comme il faut. Mais les étudiants, quand même, il ne faut pas qu'ils perdent leurs études suite à cette situation. Non, je pense que même si notre monnaie continue à perdre sa valeur, je pense qu'il y a eu leurs aînés qui ont pu en fait terminer les études en vivant dans ces conditions. En fait, là, il faut se contenter de ce qu'on a, mais au gouvernement, d'abord d'améliorer, n'est-ce pas, les conditions, je dirais, d'enseignement-apprentissage. Et nous pensons que cette année, je pense, comme le budget alloué au ministère de l'Éducation a été revu à la hausse, nous pensons que même les étudiants ne sont pas, n'est-ce pas, oubliés et que peut-être qu'ils vont recevoir leur pré-bourse à temps cette année-ci. Espérons que les autorités concernées, l'autorité du ministère de tutelle, celui de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de même que celle de la direction de l'Université du Burundi, entendent votre appel, vos appels. Et malheureusement, il n'y en a pas qui ont... ceux que nous avons contactés nous ont signifié qu'ils ne peuvent pas s'exprimer sur le sujet tant que leur chef hiérarchique ne leur donnait pas la permission. Mais merci tout de même. Merci beaucoup, professeur Pierre Claver Kanabazi, pour votre participation à cette émission Mosaïque. Merci pour votre contribution. Merci et vous aussi pour l'invitation. Merci à vous, maître Jean Samandali. Je rappelle que vous êtes le président et représentant légal de la coalition Bafashebige, œuvrant dans le domaine de l'éducation. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci beaucoup de l'invitation et à la prochaine occasion, si vous avez besoin de notre intervention, nous sommes toujours disposés. Merci. Nous disons également merci à vous. Monsieur Merius Rusumo, vous êtes le secrétaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission. Merci également pour l'invitation et justement le traitement de la question des droits à l'éducation. Merci. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque pour aujourd'hui. Une émission qui portait sur les conditions de vie des étudiants en séjour où s'observe un retard pouvant aller jusqu'à 6 mois dans l'octroi de pré-bourse alors que la quasi-totalité de ces étudiants ne sont même pas restaurés. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci également à Aimé Toussaint Mitewuti. Il était à la cabine technique, Dorine Ouimana et Edgar Nibogora et pour la prise d'image. Réalisation d'Alain Désiré Boukéeneza et au micro, vous étiez avec Léonce Bitariho. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine.